I'm on that Lillian sweet. Hey. But I'm so MTV, I think I'm in that Wally now. Jesse, Ubalelli, the counties in the house. Naive from the summer zone, so I got so like a Radio, il fait 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Après s'être retirés du nord de l'Ukraine, les troupes russes se sont regroupées pour concentrer leurs efforts pour une nouvelle poussée dans le Donbass. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nous bien comprendre ça qu'a passé sous scène internationale. Eh bien, environ 3 mois depuis la Russie envahit l'Ukraine, si n'a compté bien, c'était 24 février 2022, ça a été commencé, même si sujet a pas en premier plan dans l'actualité à tout temps, mais la guerre a pas campé. Bombardement russe toujours a continué et puis pays occidental eux-mêmes ont toujours mobilisé derrière d'eau Ukraine. Nouvelle yo fait connaît la Russie concentrée attaque lio kounye api plus dans zone stratégique l'est ukrainien alors que pour première fois depuis finissement la guerre 1945 eh bien l'Allemagne qui était toujours refusé entrer dans conflit armé annoncé li pral bay l'Ukraine gros armes lourd et Finlande, bon côté pali, un pays Europe qui pas dans alliance OTAN annoncé les faits demande officielle pour entrer dans accord. C'est un moment important pour nous analyser. C'est ça nous pral faire jeudi à dans magazine événement. Moscou pose des gestes concrets pour préparer une occupation permanente des territoires saisis. Moment kounye, si nous bien analyser, c'est un moment clé dans la guerre en Ukraine. La Russie a préparé pour le jouer toute vice, toute condition dans la guerre ça, c'est ça qu'on ferait nous Benjamin Tremblay rivé comprendre, lui-même cap piloté média internet qui relait 7 jours sur terre, média canadien. Avec lui, nous pral faire un coup de flash en profondeur sous stratégie finale que Vladimir Poutine a poursuivre pour l'Ouest la remporter la guerre. N'a regardé tout élément qui est important pour nous considérer, leur regarder comment la guerre a fini et puis n'a évalué danger qui est capable de menacer tous les deux camps. Mais on va nous arriver là.
eh bien, faut nous faire remarquer que la réunion qui fait nan week-end lan ant chef diplomatie qui fait partie pays l'OTAN yo nan Berlin genyen ministre allemand affaires étrangères là, nous t'a dit ça, c'est Annalena Baerbock qui fait connaître que pays qui fait partie OTAN yo chaque bon côté pa yo pas camper l'appui que y a bay Ukraine, y a continué fait effort et en particulier en ce qui concerne assistance militaire, donc fournir l'Ukraine zam, et il dit que l'Allemagne pral fait ça. Bon côté pali, ministre ukrainien affaires étrangères là, Dimitro Kuleba t'est profité nan week-end lan tout pour rencontrer avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken nan Berlin en Allemagne. Eh bien, li fait connaître, li très content pour le fait que li ouais l'Allemagne prend décision cette fois pour le passer à l'action pour le bail l'Ukraine zam lou dans la guerre qui mettait le face pour face avec la Russie. Bon pali, nous l'abdou ça, la Finlande t'es plusieurs décennies depuis littératie très loin tout accord militaire, et bien qu'on y a dit que la rentrée dans l'OTAN, gen une réunion qu'a fait sous ça en Suède, qui c'est un pays voisin Finlande, et d'après analyse qui fait, semblait tous les deux pays capables river à demander pour yo rentrer dans l'OTAN. D'après ça yo fait connaître bon pas la Russie semblait ambition lui-même la préciser chaque jour plus c'est ça fait une question qu'a posé pour connaître est-ce que n'a assisté naissance ça aurait les nouvelles Russie, c'est ça que Poutine t'a toujours souhaité, il t'a parlé de Novorossia. Et qui a venir territoire que la Russie occupait kounye. On nous parlait sous question donc stratégie militaire, question zam, question historique, question géopolitique avec Benjamin Tremblay. Confrère nous qui a fournigé gardé plan que Vladimir Poutine gagnait, comment monsieur l'enjou sa yo li ouais stratégie li et l'a essayé avancer étape par étape au lieu pour le faire un seul va sous l'Ukraine, Jean ça t'est paraît commencer. Alors donc monsieur a cherché prendre contrôle zone Donbass là et puis créer un corridor entre zone ça avec la Crimée qui était déjà en bas Mali pour le capable arriver contrôler toute zone sud Ukraine pour le capable tout prendre ville Odessa qui c'est une ville très très stratégique. Nous pourrons le comprendre pour qui ça tout à l'heure. Poutine besoin créer en dedans Ukraine une série république pro-russe d'après ça monde capable comprendre. Après avoir tenté une attaque sur plusieurs fronts au début de la guerre, la Russie a vite compris qu'il y avait des problèmes énormes avec une telle approche. Les troupes sont éparpillées, elles manquent de coordination, de support aérien. L'approvisionnement est difficile et la logistique est un enfer. Clairement, il fallait revoir la stratégie. Donc, au lieu de submerger la défense avec plusieurs axes offensifs, la Russie cherche maintenant à y aller étape par étape afin de concentrer la puissance de feu de manière coordonnée, un front à la fois. Dans cette nouvelle stratégie, la première étape, c'est de prendre le contrôle total sur la région du Donbass. C'est absolument non négociable puisque c'est la raison officielle de l'invasion russe et que c'est donc le strict minimum afin d'éviter l'humiliation pour Poutine. En parallèle, la Russie va tenter de consolider et d'élargir le corridor terrestre entre la Crimée et le Donbass. Puisqu'une fois le contrôle établi dans l'est de l'Ukraine, ce fameux corridor sera stratégiquement vital. Non seulement il facilitera le contrôle de la région, mais en plus, il rendra possible l'organisation de nouvelles offensives coordonnées sur les grandes villes ukrainiennes telles que Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia. Mais encore plus, la création d'un tel corridor ouvre la porte à l'accomplissement de l'objectif le plus ambitieux, la phase finale du plan de Vladimir Poutine, le contrôle total sur le sud de l'Ukraine, ainsi que la capture de la perle de la mer Noire, la ville la plus stratégique et la plus convoitée dans le conflit actuel, Odessa.
Fondée au 18e siècle par Catherine de Russie, Odessa est aujourd'hui la 3e ville d'Ukraine avec plus d'1 million d'habitants et un port majeur connectant le pays avec le reste du monde. Plus de 65% des importations et des exportations de l'Ukraine transitent par Odessa, donc il est impossible de surestimer son importance au niveau économique et stratégique. La vérité, c'est que la chute d'Odessa serait une vraie catastrophe pour Kiev. Non seulement l'Ukraine perdrait une importante locomotive économique, mais encore pire, le pays se retrouverait entièrement coupé de la mer et deviendrait ainsi un État enclavé et largement dépouillé de son potentiel militaire et industriel. Pour la Russie, la prise d'Odessa serait un véritable coup fumant, un gain spectaculaire permettant de contrôler un bloc continu allant du Donbass jusqu'à la Transnistrie, recréant ainsi la fameuse Novorossiya, ou Nouvelle-Russie. Ce projet longtemps caressé par Poutine, consistant à reprendre les territoires cédés à l'Ukraine durant la période soviétique. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe multiplie les allusions à ce qu'il appelle la Nouvelle-Russie, en nommant explicitement les villes de Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mykolaiv et Odessa. Dans un discours à la nation prononcé quelques heures à peine avant le début de l'invasion de l'Ukraine, Poutine a clairement sous-entendu que la Russie pourrait tenter de saisir les territoires en question en évoquant la décommunisation de l'Ukraine. S'il y avait toujours des doutes sur la nature des propos de Poutine, un commandant russe les a récemment dissipés en déclarant ouvertement que l'objectif est de contrôler l'entièreté du sud de l'Ukraine afin d'établir un corridor terrestre jusqu'à la Transnistrie. À première vue, ça peut sembler ambitieux ou même impossible. Mais en fait, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on observe actuellement sur le terrain. À Donetsk et à Luhansk, des votes sont planifiés pour rejoindre la Russie et déjà, on évoque un référendum dans la région de Kherson afin de créer une nouvelle république pro-russe à l'image de celle du Donbass. Dans les villes occupées, le rouble est progressivement introduit, les médias sont remplacés par des antennes pro-russes et chaque jour, il semble de plus en plus évident que ce que vise ultimement Moscou, c'est bien plus que l'occupation, c'est carrément l'intégration. Poutine cherche à créer des républiques pro-russes à l'intérieur des territoires occupés afin d'y assurer un contrôle effectif sans nécessairement les annexer à la Russie. Pour le moment, c'est le meilleur moyen d'asseoir l'influence russe tout en limitant le retour de flamme. Cela étant dit, il est loin d'être impossible qu'on assiste un jour à la naissance d'une nouvelle union formelle entre la Russie et les États satellites créés par Poutine depuis 20 ans, comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Biélorussie, le Donbass et bien sûr la Nouvelle-Russie. Pour Poutine, ce serait l'ultime héritage, une manière de marquer l'histoire de façon indélébile et permanente par une extension gigantesque du territoire national. Avancé nan analize lan pendant ap gade kouman otorite Ukrenyo a fait tout ça yo kapab pou reziste, yo parite bras croisés et puis occidentaux yo même yo campé ferme en face la Russie, y a appuyé l'Ukraine, Jean nous t'a dit ça en commencement émission. Alors qui stratégie troupe russe kounien par rapport à Odessa, ville stratégique ça que yo besoin prend? Mais en même temps, genyen yon lot territoire que yorele Transnistrie, se territoire pro-russe, qui sa yo kapab fait l'en contexte jodi a, et question temps en faveur qui est lié l'an la guerre ça qui a fait en Ukraine. Décidément, la bataille d'Odessa sera déterminante pour l'avenir de la Russie, de l'Ukraine et de l'Europe tout entière. Sa chute serait sans doute l'un des événements géopolitiques les plus marquants du 21e siècle. Il est donc garanti que l'Ukraine fera tout en son pouvoir afin de défendre la ville et de protéger son accès vital à la mer. Déjà, la Russie frappe les infrastructures stratégiques autour d'Odessa et selon les renseignements occidentaux, le Kremlin pourrait lancer un débarquement grâce à ses quelques 20 navires de guerre et sous-marins dans la mer Noire, dont plusieurs sont surveillés en permanence par des dauphins spécialement entraînés par l'armée russe. À ce point-ci, on pourrait croire que la conclusion est scriptée d'avance. La Russie exécute le plan final, capture Odessa et puis voilà, échec et mat. En vérité, c'est loin d'être si simple, puisqu'il y a des questions très sérieuses quant à la capacité de la Russie à mettre à exécution son fameux plan final. D'abord,
La ville d'Odessa sait très bien que son heure de vérité approche, donc pour se préparer à l'ultime bataille, elle s'est transformée en véritable forteresse au cours des dernières semaines. Les plages sont renforcées par des mines et des sacs de sable, les rues sont bloquées par des barrières anti-chars, la marine russe dénombre plus de 400 mines autour du port, et tout ça, c'est bien sûr sans parler des constantes livraisons d'armes anti-chars ou anti-navales en provenance de l'Occident. Peu importe la stratégie, le choc s'annonce brutal. En fait, pour certains analystes, une attaque sur Odessa dans les conditions actuelles serait carrément suicidaire, puisque non seulement la ville a eu le temps de se fortifier, mais en plus, il faut regarder les choses en face. La Russie est jusqu'à présent incapable de capturer les grandes villes qui résistent à son invasion. À Kiev, à Kharkiv, à Soumy, les Russes ont dû battre en retraite et se replier afin d'éviter l'enlisement. À Kherson, la ville s'est rendue elle-même, mais les manifestations sont fréquentes, alors qu'à Mariupol, les combats continuent malgré un siège de plus de 2 mois. On constate de manière objective que la prise d'Odessa est loin d'être garantie pour l'armée russe. Certes, la récompense serait formidable, mais les coûts pourraient s'avérer gigantesques, puisque la ville est environ 3 fois plus grande que Mariupol et qu'ainsi, la bataille d'Odessa pourrait facilement durer des mois. Bien sûr, le Kremlin pourrait prendre un raccourci et transformer la ville en ruine en la bombardant jusqu'à soumission. Quand on y réfléchit, ce serait royalement stupide et contre-productif, puisque la Russie a l'intention de contrôler la ville à l'issue de la guerre. Odessa est loin d'être Mariupol. Les Russes veulent capturer la ville aussi intacte que possible en raison de son importance stratégique, culturelle et symbolique. Donc la stratégie actuelle semble plutôt de l'assiéger, afin de lui couper vivres et munitions et ainsi forcer la capitulation. Est-ce un plan réaliste? Difficile à dire. D'un côté, il est vrai que les troupes russes sont bien positionnées pour encercler Odessa. Au sud, vous avez la flotte russe sur la mer Noire. À l'est, c'est l'armée qui pousse vers Mykolaiv. Et à l'ouest, vous avez le Joker de la Russie. Une carte secrète dont personne ne connaît encore le potentiel. La Transnistrie. À mon avis, c'est l'aspect le plus négligé dans le conflit actuel. La Transnistrie est une république séparatiste de Moldavie, un territoire d'environ 500 000 habitants qui a voté en 2006 pour rejoindre la Russie et qui est largement contrôlé par Moscou à travers des pensions de vieillesse et un approvisionnement gratuit en gaz naturel. Quand l'URSS s'est effondrée, l'armée soviétique a laissé sur place plus de 20 000 tonnes d'armes, de bombes et de munitions dans un des plus gros dépôts militaires d'Europe de l'Est, près du village de Kobasna. D'après une étude moldave, une explosion dans ce dépôt d'armement entraînerait une détonation comparable à celle des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, cette épée de Damoclès est surveillée par environ 2000 soldats de l'armée russe déployés en permanence et des événements pour le moins curieux semblent suggérer que ces forces se préparent activement à rejoindre les opérations de combat en Ukraine. Le 25 avril, des explosions ont frappé le ministère de la Sécurité publique dans la capitale Tiraspol. Le 26, 2 autres explosions ont frappé des antennes radio diffusant des chaînes russophones. Et le 27, l'armée de Transnistrie affirme avoir observé un drone et des coups de feu en provenance de l'Ukraine. Les familles des officiers russes ont été évacuées par le Kremlin. La Moldavie est en état d'alerte et décidément, quelque chose se trame dans les coulisses. Le 1er mai, les services de renseignement ukrainiens ont publié une photo de ce qu'ils prétendent être un journal transnistrien daté du lendemain, le 2 mai, et annonçant des attaques ne s'étant pas encore produites. Est-ce une copie authentique? Peut-être que non. Mais disons que tout ça est de bien mauvais augure, puisque non seulement une implication de la Transnistrie ouvre la porte à un encerclement total de la ville d'Odessa par le sud, l'est et le nord-ouest, mais en plus, ça entraînerait 2 États supplémentaires dans la guerre actuelle, la Transnistrie et la Moldavie, provoquant ici une dangereuse escalade vers un conflit régional qui pourrait dégénérer à tout moment. Pour la Transnistrie, ce serait un moyen de repayer la Russie pour des années de soutien financier et de protection militaire, mais aussi ce serait une opportunité de sauver une république en déclin qui a perdu la moitié de sa population depuis les années 90 et qui survit largement sur la nostalgie soviétique et le trafic de cigarettes. Si une occasion se présente d'enfin rejoindre la Russie, la Transnistrie n'hésitera pas une seule seconde. Bien sûr, envahir l'Ukraine pour conquérir le Donbass jusqu'à la Moldavie peut avoir l'air d'un plan maximaliste ou même exagéré pour la Russie. Mais il faut comprendre la mentalité et la posture dans laquelle se trouve actuellement Poutine.
L'autre question qui est important pour poser l'emphase que nous arrivons là presque 3 mois après que la Russie fin envahi l'Ukraine, eh bien, qui difficulté la Russie a rencontré dans une guerre qui t'a capable long, si jamais ça t'arrivait, qui difficulté la Russie t'a gagné pour le faire face à lui, mais tout, qui limite Ukraine, bon côté pal gagné, particulièrement dans ça qui concernait question armes avec munitions, très très important. Est-ce que l'Occident capable accélérer production armes avec munitions que la baille Ukraine, leurs conditions, je dis, à essayer de capacité pour y faire, qui risque que ça a représenté pour sécurité pays occidental yo même. Alors que les négociations se poursuivent avec l'Ukraine, le gouvernement Zelensky insiste pour que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par plusieurs pays à l'issue de la guerre, notamment la Turquie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Tous des membres de l'OTAN qui seraient forcés de défendre l'Ukraine dans l'éventualité d'une nouvelle attaque. Ce que ça veut dire pour la Russie, c'est que le conflit actuel pourrait très bien représenter la dernière chance d'agrandir le territoire et de faire bouger les frontières en Europe sans risquer un affrontement direct avec l'OTAN. Ici, Poutine a toute la motivation du monde à profiter de l'occasion actuelle pour prendre autant de territoire que possible avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme et que les frontières ne se figent à nouveau. Pour Odessa, pour la Transnistrie et pour la Nouvelle-Russie. De manière, c'est maintenant ou jamais. Les prochaines semaines seront donc absolument primordiales et plusieurs facteurs vont avoir un impact déterminant sur le reste du conflit. D'abord, il est clair que tout ça dépend directement de ce qui va se passer dans l'Est, alors que la Russie cherche à encercler l'armée ukrainienne afin de la prendre au piège dans le Donbass. L'Ukraine doit absolument tout faire pour éviter ce scénario, même si ça implique la décision difficile de concéder la région pour se concentrer sur ce qui peut réellement être sauvé. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas Donetsk ou Luhansk, c'est Odessa, Dniepr, Zaporizhia, Kharkiv. Donc il faudra résister pour ralentir la Russie, certes, mais aussi savoir quand se replier si jamais l'encerclement devient inévitable. Pour la Russie, il sera de plus en plus difficile. D'envoyer des chars d'assaut ou même des lance-roquettes en affirmant qu'elle en manque déjà pour sa propre armée. Même chose pour le Canada d'ailleurs, qui dit avoir épuisé ses surplus alors que Berlin et Paris préviennent tous les deux que leurs réserves d'armes lourdes sont largement insuffisantes pour aider l'Ukraine. La situation est la même à travers l'Europe. Les États-Unis, de leur côté, ont déjà envoyé le tiers de leur inventaire total de missiles anti-chars Javelin et environ le quart de tous les missiles Stinger en réserve. Le rythme est insoutenable. Devant la gravité de la situation, le président américain a directement fait appel aux fabricants d'armes afin qu'ils augmentent leur production. Mais entre nous, c'est loin d'être aussi simple. Prenons le Stinger, par exemple, une des armes les plus en demande. La compagnie responsable prévient déjà qu'il manque de pièces et qu'il faudrait plusieurs mois pour accélérer la production, notamment car le Pentagone n'a acheté aucun Stinger depuis près de 20 ans.
Même chose pour les missiles Javelin. La production d'un seul Javelin nécessite plus de 200 semi-conducteurs au beau milieu d'une pénurie mondiale. Et le PDG de Raytheon affirme déjà qu'il manque de machinerie, de matières premières et de main-d'œuvre qualifiée pour livrer des missiles supplémentaires. La situation est semblable pour les armes lourdes. Depuis des semaines, le président Zelensky multiplie les appels à l'aide pour que l'Ouest envoie des avions, des chars et des blindés. Or, autant la disponibilité que la livraison de ces armes représentent des problèmes majeurs. D'abord, plusieurs pays sont réticents à l'idée de vider leurs caches et de dépouiller leurs armées pour renforcer celles de l'Ukraine. Ensuite, pour envoyer de l'équipement lourd, il faudrait utiliser des chemins de fer. Mais justement pour neutraliser cette possibilité, depuis quelques semaines, la Russie fait pleuvoir les missiles sur l'infrastructure ferroviaire de l'Ukraine. Le 25 avril seulement, 5 stations ferroviaires ont été bombardées en l'espace d'1 heure. Le 4 mai, 6 autres. La Russie affirme que les stations transportaient des armes et que les frappes sont un message pour l'Occident. Le ministre russe de la Défense a déclaré « Nous considérons tout transport de l'OTAN arrivant sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel destiné à l'armée ukrainienne comme une cible qu'il faut détruire. » Bien sûr, ce genre de menace refroidit les pays occidentaux et pour l'Ukraine, c'est un problème considérable qui pourrait très bien avoir un impact démesuré sur l'échec ou la réussite du plan final de Vladimir Poutine. Déjà, le gouvernement Zelensky affirme que l'Ukraine ne pourra lancer aucune contre-attaque sérieuse avant le milieu du mois de juin, justement car il manque cruellement d'armes lourdes pour une telle opération. Alors que les signes suggèrent que la Russie pourrait enclencher la mobilisation générale de sa population, nous sommes à un point tournant. Si l'Occident veut réellement empêcher la chute d'Odessa, l'enclavement de l'Ukraine et la création de la nouvelle Russie sur les côtes de la mer Noire, alors tout suggère qu'il faudra une augmentation massive de l'appui militaire en faisant abstraction des risques flagrants d'escalade avec la Russie. Avec le bond stratosphérique dans l'aide américaine, Washington essaie clairement de donner l'exemple, mais c'est un pari extrêmement dangereux. Donc combien de pays vont prendre le risque? Et puis, en conclusion, on n'a pas gardé l'avenir, la guerre ça en Ukraine, qui pas clair du tout. Est-ce que l'est capable de déboucher sous succès? Est-ce que l'est capable de déboucher sous échec? Pour Poutine, président russe, gagnait plusieurs éléments qui mandaient en pile réflexion. À moins d'un revirement majeur, tout indique que les territoires occupés par la Russie le seront de manière permanente et qu'ainsi, chaque centimètre de territoire concédé maintenant par l'armée ukrainienne pourrait très bien s'avérer perdu pour de bon. Bien sûr, il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel l'Ukraine n'est pas amputée d'une portion importante de son territoire à l'issue de la guerre, mais la question, c'est dans quelle mesure? Évidemment, la guerre est imprévisible et on dit souvent qu'aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Malgré ses ambitions, la Russie pourrait s'enliser dans le Donbass. Les grandes villes pourraient résister comme elles le font depuis le début, ou Kiev pourrait lancer une contre-attaque majeure. Rien n'est gagné d'avance et l'histoire regorge de surprises militaires. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le plan de Poutine, les raisons qu'il motive ainsi que les facteurs qui pourraient déterminer son succès ou son échec. C'est loin d'être une prédiction de l'avenir et ça, l'échec de la prise de Kiev le démontre très bien. Comment tout ça va se terminer? Odessa va-t-elle tomber ou la Russie sera-t-elle contenue dans l'Est? Quel avenir pour les territoires occupés? Le Kremlin peut-il réellement créer la nouvelle Russie ou est-ce que le projet est condamné à l'échec? Bien, c'est comme ça, notre fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Parmi sous nous te consulté pour magazine ça, gagné 7 jours sur terre avec Agence France Presse. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous mixcloud.com/alterradio, zeno.fm/alterradio, sous plateforme podcast
Apple, Spotify et puis Google Podcast. Koumanouye. Merci pou te trois koute. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa ka passe dans le monde. Événement qui rentre la caille non. Pour toutes oreilles sages, nous virer l'autre page à Alter Radio, vin faire révolution dans affaires radio. Tout melman, rétro fan, tis espos coup, pas gain l'autre choix, 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, on besoin bien formé, hérité informé. Donc, on va gain l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy.